Alors, on reprend, s'il vous plaît. Écouter les experts, c'est bien, c'est important, c'est incontournable, mais c'est très bien d'écouter aussi les personnes qui sont directement concernées. Alors, je remercie vraiment nos invités de cet après-midi d'avoir accepté de venir simplement échanger, témoigner, raconter leur vécu. Évidemment, c'est une table ronde, donc sentez-vous aussi libre d'intervenir, de poser des questions, de réagir, de témoigner. Ce sera tout à fait bienvenu. On va commencer Ladies First par Madame Chapuis. Alors, vous pouvez prendre le micro. J'ai aucune notion. Hein. Alors, vous parlez simplement. Ah oui. Oui. Alors, expliquez-nous depuis quand vous êtes malentendante. Comme ça, c'est bon, là, oui. Alors, moi, j'ai eu des problèmes depuis... c'est pas juste, oui? Un peu plus proche. Ah oui, comme ça. Alors, en 2008, j'ai mes petits-enfants qui m'ont dit, grand-maman, il faut toujours qu'on répète. et puis, je me suis inquiétée. J'ai dit, bah, tiens. Puis mon mari m'a dit, mais tu parles de... Je sais pas. Je dis à mon mari, mais t'as la voix tellement basse. C'était étonnant. Et puis, il parlait toujours pareil. Mes enfants m'ont dit, mais voilà, c'est pareil. Alors, je suis allée faire des examens. Et puis, j'avais besoin effectivement d'un appareil. Et vous aviez quel âge au moment où ça a été diagnostiqué? Alors, écoutez, j'avais... moi, j'ai 87 ans maintenant. Alors, c'était en 78. D'accord. Alors... non, mais oui? Il n'arrête pas. Allez-y. Il faut me dire. Oui, allez-y, sans souci. Alors, j'en étais où, là? Oui. Alors, vous me disiez, vous aviez 78 ans quand ça a été diagnostiqué? Alors, je suis allée donc, et puis j'avais... Attendez, je vais vous dire à l'âge, parce que j'ai marqué. Alors, 2008, 73 ans. Ah, d'accord. Oui, 73 ans, oui. Voilà. Et puis là, à la suite de ça, je me suis habituée petit à petit. J'ai eu beaucoup de peine, parce qu'on habite près de l'autoroute, en plus, ça aide pas. Plus jeune, vous pensiez qu'un jour vous alliez perdre l'audition? Pas du tout. Jamais. Non, jamais. Donc ça a été un choc? Non, même pas. Non. Je peux dire par rapport à la vue, pour moi, c'était pas primordial, disons. On peut s'habituer, mais c'est maintenant, avec les années, c'est vrai que ça devient un peu pénible. Parce que, aussi, comme le médecin, comme monsieur là, a dit, on comprend... Des fois, je fais rire tout le monde parce que je comprends mal. Pourtant, j'ai un super appareil, mais voilà. Et sauter le pas pour vous faire appareiller, ça a été difficile? Parce que M. Furiou a raconté un petit peu ça. Ouais. Est-ce que pour vous, vous avez vite accepté? Oui, voilà, je me suis dit, voilà, il y a pire. Hein. Et puis, c'est effectivement... Et puis maintenant, je pense qu'avec la nouvelle technologie, ça change bien des choses, hein, ça c'est sûr. Alors voilà, j'en suis à mon deuxième appareil, et puis je pensais que ça serait le dernier, mais vu que je suis toujours vivante... Vous allez en utiliser beaucoup encore? Pardon? Vous allez en utiliser beaucoup encore? Ouais. Alors voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ouais. On va y revenir. Monsieur Froidevaux? Alors, vous-même, comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, donc, j'ai commencé à être malentendant il y a, je pense, 15 à 20 ans. J'ai 88 ans. Et je suis malentendant, mais surtout, ce qui est beaucoup plus ennuyeux pour moi, c'est que je souffre en plus de ça. J'ai utilisé un terme savant que j'ai retrouvé sur Google, de diplacousie binaurale. C'est-à-dire que j'ai une déformation très forte des sons. Ce qui fait que souvent mes appareils, j'en ai besoin parce que si je ne les avais pas, je n'entendrais rien. Mais même en ayant mes appareils, j'ai beaucoup de peine à comprendre ce qui se dit. Dès qu'il y a plusieurs personnes. Et il y a même, on le relevait tout à l'heure dans les présentations, il y a des personnes
que je n'arrive pas à comprendre à cause de leur timbre de voix. Ce qui me gêne le plus, c'est que ça m'a privé de beaucoup de choses. Je ne peux plus écouter de la musique, je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au théâtre. Tous les sons sont déformés. Je pense que c'est beaucoup plus gênant que simplement la malentendance. La malentendance, c'est embêtant à cause des appareils, parce que vous le savez tous, ça amplifie les sons très souvent, mais ça m'a privé de beaucoup de choses, et particulièrement d'écouter de la musique, parce que j'entends les sons complètement faux. Surtout dès que c'est des sons aigus. Si par exemple on joue de la clarinette, j'ai l'impression que ça sonne complètement faux. Et l'appareil ne peut rien faire? L'appareil ne peut rien faire. J'en ai parlé à mon audioprothésiste, on ne peut rien faire là contre. C'est quelque chose qui se passe entre l'oreille et le cerveau, et on n'a rien trouvé pour remédier à ça. D'accord. L'annonce du diagnostic de perte auditive liée à l'âge, vous l'avez vécu comment? Ça a été difficile? Ça m'a commencé il y a à peu près, je dirais, 4 ans. 4 ans. J'en parlais tout à l'heure. La première fois que je l'ai réellement remarqué, j'étais à un spectacle et qui relatait la vie d'Yves Montand. Et c'était une comédie musicale. Et il y avait une chanteuse qui imitait la voix d'Édith Piaf. Et j'étais avec ma compagne. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais c'est insupportable ce qu'elle chante faux. C'est incroyable ce qu'elle chante faux. Mais elle me dit, mais elle chante juste. Et j'entendais les sons complètement faux. Et ça me fait ça pour la musique, la clarinette. Un joueur de clarinette, j'ai l'impression qu'il joue complètement faux. Monsieur Arnold, oui. Et vous aussi, les gens chantaient faux? Parce que je vous vois éclater de rire. Allez-y. Allez-y, oui, c'est tout bon. Voilà. Pour moi, mon premier contact avec les sourds, ça a été avec Amalco, l'amicale des malentendants. Et ce qui fait que j'ai une très longue expérience, mais je suis tombé dans le bain, malheureusement. Donc ça veut dire qu'il y avait une trentaine d'années de ça. Et puis, c'est depuis 11 ans que je suis équipé à présent. Mais vous étiez malentendant depuis combien de temps? Pardon? Vous étiez malentendant depuis combien de temps? Non, au début, je n'étais pas malentendant. Voilà, donc c'est avec l'âge. Moi, c'est avec l'âge. Voilà. Bon, en fait, je pense que c'est à la suite du service militaire que j'ai perdu une partie de mon audition, et puis ça a naturellement fait que baisser. Et comment vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait un problème? D'abord parce que j'avais l'impression que les personnes ne parlaient pas comme il faut. D'accord. D'abord, c'est toujours de la faute de l'autre, hein? Mais oui, c'est toujours la faute de l'autre. Surtout quand... Et puis quand on se rend compte que c'est soi-même, il m'est arrivé à peu près la même chose qu'à vous, c'est-à-dire que avec mon épouse, nous écoutions de l'orgue, et puis je me suis insurgé, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, ils n'ont qu'à faire réviser cet orgue, il est complètement faux. Et puis ça a empiré encore avec les mois. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était mon oreille qui s'était encore détériorée. Et puis quand on voit que c'est chez soi, ça amène un peu de modestie. Oui. Ah oui, c'est violent. Oui. Ginny? Alors, donc, est-ce que toi, elle te distrait, mais c'est pas grave. Alors, pour toi, comment ça s'est passé, la prise de conscience de la perte auditive? J'avais 35 ans. C'est mes enfants qui m'ont fait remarquer que je ne comprenais pas bien. Je répondais souvent à côté. Et puis, j'étais très active déjà à l'époque. J'ai toujours été active. Mais quand j'étais en société, en réunion, je m'étais rendu compte une fois que je me trouvais souvent isolée. Je n'arrivais pas à m'intégrer dans un groupe parce que je ne comprenais pas ce qui se disait. Et puis, c'était bruyant aussi. Puis je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne joue pas.
Et puis mes enfants, ma fille, en tous les cas, elle était très jeune. Hein. Et puis ma fille m'a dit, mais maman, écoute, tu comprends rien, il faut faire quelque chose. Il faut aller faire contrôler tes oreilles. D'accord. Avec l'âge, est-ce que ça s'est aggravé? Ah oui, nettement. Nettement. Et notamment ces 2 dernières années. C'est la catastrophe. Voilà. C'est-à-dire la perte de contact, l'isolement, le fait aussi du port du masque, hein, oui. Parce qu'on est coupé de la compréhension. Donc, comme je suis active dans l'Église, j'ai une charge dans l'Église et je dois comprendre vraiment ce qu'on me dit. Parce qu'il ne suffit pas de me faire des signes et puis à travers un masque, c'est pas possible. J'ai vécu un enfer. Maintenant, ça va mieux parce que... Parce que tu t'es adaptée? Non, j'ai jamais pu m'adapter à ça. J'ai jamais pu. Et puis, je me suis beaucoup repliée. Il y a eu beaucoup d'angoisse jusqu'au fait de faire de la dépression. Et oui, c'est souvent lié. Je pensais à un burn-out à un moment donné parce que c'était devenu invivable. Et puis dans un petit village, on est beaucoup plus isolé. Et puis cette situation sanitaire n'a pas arrangé les choses parce que les gens ne viennent plus nous contacter. D'accord, ouais, je comprends. Alors on se retrouve très seul. Ouais. Monsieur Froidevaux, on ressent quoi quand on commence progressivement à être trahi par ses oreilles? Parce que vous, apparemment, vous adoriez écouter de la musique. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit « mais mes oreilles me trahissent » ? Alors, je dois dire que c'est un sentiment très désagréable, bien sûr, et surtout une très grande frustration. Je n'écoute pratiquement plus la radio. La télévision, je ne peux voir que des films en sous-titré. Donc, tout est extrêmement frustrant. Et le plus embêtant, c'est que c'est dégénératif. Oui, il y a une dégénérescence. Ça va s'aggraver. Ça s'aggrave. Oui. Ça s'aggrave, oui. Et vous gérez cette frustration, vous la gérez comment ? Je la gère du mieux que je peux, mais pour donner un exemple, tout à l'heure, si je me trouve dans une assemblée, comme au restaurant tout à l'heure, où je n'entends qu'un brouhaha, ça me coupe l'appétit. Je ne peux plus manger. Ah oui, c'est dommage dans un restaurant. Ça me crispe et ça me coupe l'appétit. Voilà. Je ne peux pas dire autrement que c'est une frustration. J'ai la chance d'avoir une compagne très compréhensive. J'ai la chance aussi qu'elle a une voix que je comprends bien. Mais par exemple, avec ma fille, j'ai beaucoup de la peine à la comprendre parce qu'elle parle très vite. J'ai une voix un peu haut placée. Voilà. Comment vous faites ? Vous faites comme Ginny, vous vous repliez sur vous-même en disant « non, mais c'est tellement fatigant que c'est pas la peine » ou est-ce que vous vous obligez ? Non, j'essaye vraiment de ne pas me replier sur moi-même. S'il y a une réunion de plusieurs personnes, bon, maintenant, c'est la plupart des gens que je vois régulièrement, ils sont au courant. Mais s'ils me trouvent dans une assemblée avec plusieurs personnes, d'emblée, je leur dis ne croyez pas que je me désintéresse, mais voilà, je leur explique mon cas. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Les gens croient me rendre service en mettant leurs mains comme ça pour me parler, alors que c'est encore pire. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et vous, Madame Chapuis, vous avez renoncé à quoi ? Je m'aperçois de plus en plus que ça devient difficile pour aller, moi qui aime beaucoup le monde, aller à plein de choses. Et puis, c'est le brouhaha qui me fatigue terriblement. Je n'entends plus suivant quoi, du tout. Comme je suis allée à une représentation des nouveaux programmes au théâtre où j'habite, la plupart des j'ai pas compris les nouveaux programmes, rien du tout. Alors c'est frustrant, moi qui adore aller au théâtre, au concert. Non, maintenant avec l'âge,
ça ne s'arrange pas du tout. Alors. Oui, bien sûr. Ouais, et puis le bruit, on est une grande famille, alors que tout le monde est là, moi je suis vraiment fatiguée dans ma tête. Hein. Oui, bah, surtout si tout le monde comprend sauf vous. Et puis je trouve que les jeunes ne font pas beaucoup d'efforts pour articuler un peu. Et même à la télévision, les présentateurs, je ne veux pas dire les noms, mais de TV, au début de la phrase, ça va très bien. Et à mesure qu'il avance dans son texte, pour finir, il marmonne. Et puis je ne suis pas la seule. J'ai des amis malentendants qui font les mêmes remarques. Et puis le sous-titrage des films aussi. Oui, j'allais vous demander. Il est souvent très mauvais, sur un fond clair, avec des lettres blanches par-dessus. C'est vraiment pas fort du tout comme façon de procéder, je sais pas. Alors, concrètement, vous faites quoi? Vous renoncez? Ou bien vous dites, je m'accroche, j'essaye, je recommence? Je ne suis pas du genre à pas m'accrocher, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je suis un peu démunie parfois, oui, vraiment. J'aimerais pas embêter les enfants, mes grands, les petits non plus, mais des fois je renoncerais presque à participer parce que j'ai la tête comme une coucourde. Ah oui. Et vous, monsieur Arnold, c'est la même chose? Vous renoncez ou vous vous accrochez comme monsieur et madame? Je vous dirais que l'expérience intermédiaire, c'est que non seulement j'ai la capacité auditive qui diminue, mais c'est qu'en même temps, ma propre voix, je ne l'entends plus. C'est-à-dire qu'auparavant, j'aimais beaucoup chanter. Et puis à présent, quand je commence à chanter, c'est mon épouse ici présente, n'est-ce pas, qui me fait taire parce que il y a personne qui arrive à suivre. Et je dois dire, accepter la régression chez soi-même, c'est pas évident, mais c'est obligatoire parce que c'est une réalité. Et alors, comment on vit? Il faut faire avec la réalité. Et vous faites comment avec la réalité? Vous essayez de voir, vous voyez moins de personnes? Pour moi, la réalité, c'est d'abord intérieur. Voilà. Mais j'ai tellement de chance d'avoir mon épouse à côté de moi, parce que c'est elle qui m'aide à me supporter. Voilà. C'est déjà pas mal? Voilà. C'est déjà pas mal, mais il y a parfois où c'est insupportable pour elle. Oui, ça. Bon, si elle est venue avec vous, c'est qu'elle ne doit pas souffrir tant que ça. Pardon? Si elle est venue avec vous, c'est qu'elle ne doit pas souffrir tant que ça. Voilà, on s'habitue à nos qualités réciproques. C'est ça. Et vous, à part votre épouse, est-ce que vous continuez à interagir avec d'autres personnes? Vous allez, comment vous faites? J'ai la chance d'être porté au contact. Ouais, et puis, si j'aurais un souhait, c'est que chaque personne, surtout si elle est malentendante, profite de tous les moyens pour entrer en contact avec autrui. C'est-à-dire qu'on oublie que le contact avec autrui, c'est d'abord avec vos yeux. Et qu'avec vos yeux, vous pouvez entrer en contact même si vous n'avez pas l'occasion de vous exprimer, même si vous n'entendez pas l'autre, mais vous pouvez vraiment lui dire vos sentiments, comme quoi vous êtes positif. Et comme ce sentiment positif que vous projetez sur les autres, vous le recevez en retour. Pour moi, c'est la clé du succès. D'accord. Ah, magnifique. Magnifique. Alors, c'est bien, vous me donnez une transition rêvée, vous faites très bien mon travail à ma place. Vous me donnez une transition rêvée, vous faites très bien mon travail à ma place. Parce que vous parliez de tous ces moyens qui permettent d'interagir aujourd'hui. Mais oui. Alors, c'est ça. En quoi la technologie, elle vous permet de vivre mieux avec ce handicap? En quoi la technologie... Au-delà de l'appareil. Que j'ai la chance d'avoir pu acquérir aussi tous les moyens auxiliaires, que ce soit pour écouter la télévision, parce que c'est des petites boîtes qu'on branche simplement sur la télévision, ou bien même sur l'appareil de radio, comme ça, portatif, mais pouvoir brancher ce petit appareil et qu'ensuite vous entendez le son directement dans vos oreilles. S'il vous plaît, faites-le. Ouais, c'est magnifique.
Ginny, toi, tu as recours à toutes ces Bien sûr. gadgets sans la connotation négative, mais ces petits Félicite appareils. D'ailleurs, hein, oui, n'est-ce pas? Alors, en quoi parce ça, que ça je rend ton m'intéresse- quotidien? Je m'intéresse beaucoup à la technologie, à l'avancée de la technologie. Comme monsieur disait, pour la télévision, j'ai un appareil qui est branché et le son me vient en retour directement dans les appareils, comme pour le téléphone, le portable. J'entends parfaitement, donc il n'y a aucun parasite. Ah, Et puis aussi, c'est un moyen de rester en contact avec l'extérieur. Je ne me suis pas repliée définitivement. J'ai quand même ressurgi. donc, D'accord, c'est hein. parfait. Ouais. Et j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir fait de nouvelles connaissances qui m'ont obligée à me dépasser. Oui. Ne pas rester sur le sentiment de victime. Ah oui, je suis malentendante, je ne comprends pas. Et puis, faites des efforts, tout ça. Je fais beaucoup travailler mon cerveau. Et puis, je lis beaucoup. Je regarde la télévision, mais que mes feuilletons favoris. C'est déjà bien. Monsieur Froidevaux, vous, la technologie, ça donne quoi? J'ai à peu près les mêmes moyens que ce qui vient d'être dit. J'ai aussi le téléphone qui est branché directement sur mes appareils. Mais alors, il y a une chose qui malheureusement ne me sert à rien, c'est la boucle magnétique. Je l'ai expérimenté l'autre jour au cinéma. Avec ce problème de distorsion des sons, ça ne change absolument rien au problème. Et c'est même pire parce qu'on peut pas, je ne peux pas régler le niveau sonore, contrairement aux autres. J'ai un système très perfectionné avec des tas de possibilités qui ne me servent plus à grand-chose, je dois le dire, parce que le réglage devient très difficile. Et la boucle magnétique, pour ceux d'entre vous qui souffrent du même problème, je dois dire, pour moi, ça ne me sert à rien. Mais par contre, tous les autres systèmes, bien sûr, sont très, très utiles. Et puis, j'ajoute que je suis à un cours de lecture labiale, un entraînement de lecture labiale. J'en suis au 4e. Et ça me rend beaucoup grand service, oui. Oui. Donc, c'est une aide pour l'interaction et l'échange? Oui, pour la discussion individuelle, bien sûr, pas en groupe. Ouais, d'accord. Et vous, Madame Chapuis? Alors, la technologie, elle vous donne quoi? Elle vous aide? Oui, je me trompe pas là. J'essaye de suivre, ne serait-ce que pour mes enfants. C'est vrai que c'est une stimulation, ça aide beaucoup. Mais il y a une chose que j'aimerais absolument vous dire et que tout le monde m'a dit, n'oublie pas les appels à la gare, dans les gares de train. C'est infernal, on n'entend rien. Mais rassurez-vous, moi je me trouve, j'avais pas entendu que le train n'allait pas plus loin que Lausanne, oui, il s'arrêtait à Lausanne, il continuait pas sur Genève. Eh ben, j'avais rien entendu, puis j'ai mis des sommes tous ces gens-là. Et puis sur les quais, c'est encore pire, hein, parce que même les gens qui entendent normalement, c'est fou. Et ça, c'est un gros problème qu'il faudrait vraiment relever. D'accord. Est-ce que vous avez eu tendance, puisque l'interaction orale est difficile, à vous replier sur l'écrit, toutes ces solutions technologiques de SMS, WhatsApp? Ah oui, moi je travaille énormément comme ça. Ah oui, alors on fait des monstres conversations, oui, vraiment. Oh, oui. Ouais. Non, alors ça, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Non. Que ça aide quand même à couper l'isolement, je pense. Et comment? Non, alors c'est vrai qu'avec le WhatsApp, tout ça, c'est super, moi j'aime bien. Hein. Et vous, Monsieur Arnold, WhatsApp ou pas WhatsApp? Vous êtes sur WhatsApp ou pas WhatsApp? C'est-à-dire toutes ces messageries, etc., sur le téléphone? Je suis un peu sur ma... Ouais. Tout à fait. Pour consulter ou comme ça, ou bien pour utiliser avec ceux qui me... Ah, pardon, voilà. D'accord. Mais je vous pose la question parce que concrètement... Oui, je suis un peu sur WhatsApp, si vous voulez, mais je n'y passe pas mes journées non plus. Hein. D'accord, c'est très bien. Mais par rapport à la jeunesse, il faut s'adapter pour rester en contact avec eux. C'est toujours ça. Mais oui, je pensais justement, vous parliez beaucoup de vos petits-enfants,
enfants et je pense que c'est un moyen privilégié peut-être de garder un lien. Voilà, mais non. Et ce que je voulais aussi vous demander, c'est alors là, on parlait des interactions familiales qui sont les premières. Merci à votre épouse, donc. Mais quand on a besoin, avec les médecins, à la pharmacie et tout, comment ça se passe? Je vois Monsieur Froidevaux me dire oui. Comment ça se passe? Maintenant, ça va mieux du fait qu'on n'est plus obligé de porter les masques. Ouais, bah oui. Comme tout le monde, c'était très pénible. Et puis, dans certains cas, oui, une petite expérience que j'ai vécue, quand je vais chez mon audioprothésiste, peut-être vous connaissez, c'est la clinique de l'oreille qui se trouve à l'avenue de la Gare à Lausanne. J'arrive et je n'avais pas de masque. Et la réceptionniste, elle avait un masque, puis elle me fait signe qu'il faut que je mette un masque. Je lui dis oui, d'accord, mais alors vous, il faut que vous vous éloigniez, vous enlevez votre masque. Moi, j'entends absolument rien de ce que vous me dites. Ah, mais j'ai pas le droit. Alors j'ai quand même dit, mais c'est quand même extraordinaire. On va dans un établissement où les gens n'entendent rien, et vous n'avez pas le droit d'enlever votre masque. Oui. C'était quand même assez particulier, vous êtes d'accord? Oui. Alors qu'il y a des masques transparents, elle aurait pu mettre un masque transparent. Non, elle ne mettait pas à la clinique de l'oreille. Ceci dit, je fais de très bonnes expériences avec mon audioprothésiste. Je ne veux pas critiquer, mais j'entends, c'était quand même incongru comme réaction. Oui, surtout dans une clinique de l'oreille. Mais ce que vient de dire Madame aussi, les appareils dans les gares, ça vous donne un sentiment de dépendance assez fort, parce que j'ai fait récemment une croisière et je me suis rendu compte que je serais incapable maintenant de voyager seul. Les appels qui se faisaient dans les cabines, je n'entendais rien. Je devais demander à ma compagne qu'elle me dise ce qui venait d'être dit. Donc ça entraîne une forme de dépendance. Et alors, comment vous faites? Vous allez renoncer aux croisières? Pardon? Vous allez renoncer aux croisières? Comment vous allez vous adapter? Non, puisque je suis accompagné, ça va. Voilà. Mais seul, je ne pourrais pas. D'accord. Je ne pourrais pas faire un vol en avion seul. J'entends pas ce qui se dit à l'aéroport. D'accord, oui, effectivement, ça c'est... Je ne comprends pas. J'entends, mais je ne comprends pas. Vous avez le même problème, Madame Chapuis? Vous renoncez un peu au voyage? Pour le moment, oui, vu ce qui est la situation, mais c'est sûr que je vais recommencer, oui. Et dans les petites croisières aussi fluviales et tout. Mais vous sentez, vous éprouvez ce sentiment de dépendance? Non, vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais de problème avec les contacts avec les gens. Non, mais j'entends par rapport à vos témoignages sur les gares et tout, où monsieur dit on devient dépendant. Ah ben, plus ou moins. Moi, je crois que ça vient de la personnalité, non, des gens, non? Je sais pas. Ginny, toi, tu deviens dépendante? Oui, je deviens dépendante dans le sens où... Pardon. Je deviens dépendante dans le sens où, quand il y a trop de bruit, je dois faire appel à la personne qui est à côté de moi pour me compléter ce que je n'ai pas compris. Et souvent, si la personne qui me connaît, il faut que ce soit une personne qui me connaisse et puis qui connaisse mon cas, c'est beaucoup plus facile. On a du mal de demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas, pardon, j'ai pas compris, ou vous pouvez me dire. Alors souvent, je reste, je me dis, bon, ben, c'est pas grave, laisse tomber. Mais pour voyager, il faut dire que ces dernières années, je n'ai plus beaucoup voyagé. Tu as renoncé à cause de l'audition? Oui, j'ai renoncé. C'est trop compliqué. Et puis, comme ces messieurs disaient dans les gares, et madame aussi, c'est vraiment impossible. Dernièrement, je suis venue à Lausanne en train. C'était pas possible. C'est pas possible. Il y a trop de bruit partout. D'accord, ouais. Et puis, il y a une certaine, comment je veux dire, fébrilité parmi les gens. Tout le monde est pressé. C'est un monde vraiment un petit peu de fou. Mais ça, c'est le fait de vieillir tout court, ou c'est le fait
de perdre l'audition? Mais quand on s'aperçoit que l'audition a baissé, ça ne rassure pas, parce qu'on sait que ça ne va pas s'améliorer. Donc, quels que soient les appareils qu'on ait, je me suis rendu compte avec mes appareils qui sont très bien, mais il y a toujours quelque chose qui me manque. Et puis une chose qu'on a beaucoup oublié de parler, c'est les acouphènes. Ça fait des années que j'avais un acouphène. Maintenant, j'en ai deux sortes d'acouphènes. Alors ça parasite terriblement la compréhension de la parole. Et puis, quand on ne comprend pas, c'est difficile d'expliquer, quand vous êtes dans une réunion, de dire, écoutez, je ne comprends pas, répétez ou parlez plus clairement. J'ai l'impression que les gens sont loin de comprendre la difficulté, le problème de la surdité, de la malaudition. On a l'impression qu'on s'adresse à des gens qui sont, je sais pas, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème, ils sont pas touchés. Et les gens qui sont pas touchés ne comprennent pas. Oui. Alors, mais même avec la famille, des fois, c'est difficile. Ah oui, bien sûr. Alors c'est bien que tu parles de comprendre la surdité. Question à vous tous. Au moment où on vous a posé le diagnostic de perte auditive, est-ce qu'avec le recul, vous avez l'impression qu'on vous a suffisamment expliqué les choses, ou bien on vous a dit tu vas chez l'audio et puis on n'en parle plus? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que vous avez été accompagné? Oui, moi je pense que j'ai été bien accompagnée. Déjà par une chose, quand ça a été diagnostiqué, j'ai eu la connaissance des cours de lecture labiale. L'enseignante, on avait la possibilité de suivre des cours de lecture labiale en privé. Ça, c'est un très bon dégrossissage. C'est fabuleux. Et puis après, en groupe, c'est très enrichissant. Mais vraiment très enrichissant parce qu'on a affaire à des bouches différentes. Et puis là, on est vraiment en contact avec les autres. Et c'est ce qui a fait aussi cette perte auditive dernièrement, ces 2 dernières années, parce qu'on n'avait plus de cours de lecture labiale. Ça a accéléré? Ah oui. Ok. Ah oui, ça a été flagrant. Monsieur. Là, je souscris tout à fait. C'est très enrichissant. Et ça se passe dans une ambiance extrêmement agréable parce que, en même temps, on rigole beaucoup. Parce que on essaie de lire ce que les autres disent. Et souvent, bien sûr, on le déchiffre mal et ça donne des compréhensions. Une fois, je me rappelle, une dame m'a dit « J'ai compris ce que vous avez dit, mais je n'ose pas le dire, c'est tellement horrible. » Elle avait compris. Elle avait raison. Différemment. Et on rigole bien. Je dois dire que je recommande vraiment, c'est formidable. Et puis, ça aide beaucoup. Ça aide à se sentir moins seul ou ça aide à interagir? Les deux. Et à se sentir moins seul, c'est une sorte, comme on le fait ici, une sorte d'échange d'expérience qui est c'est un groupe d'écoute, on peut dire. Et puis en même temps, ça aide vraiment dans la technique pour la discussion individuelle. Monsieur Arnold, vous vouliez réagir? Oui, pour la lecture labiale, je dois dire, je m'y suis mis, mais très volontiers. Mais d'autant plus que mon épouse, qui est bien entendante, elle a une ouïe extraordinaire. Elle s'est aussi mise d'Amalco, elle s'est aussi mise à la lecture labiale. Et alors, naturellement, mais elle, c'est aussi pour nous comprendre. C'est quelque chose, arriver à faire comprendre notre mal et ne pas être diminué simplement par rapport aux autres, mais assumer que nous sommes simplement différents. Ouais. Voilà. Alors, je vous demande aussi, à vous, la question, quand on vous a diagnostiqué la perte auditive, est-ce qu'on a pris, lié à l'âge, est-ce qu'on a pris la peine de vous expliquer exactement ce qu'il se passait ou pas? Oui, on me l'a bien expliqué. Disons, j'ai été conseillé différemment, certainement très bien, mais disons, j'en ai profité plus j'en avais besoin. Hein. D'accord. Parce que c'est vrai, c'est que bien sûr. Plus vous en avez besoin, plus vous savez demander ce qui vous est nécessaire. D'accord. Madame Chapuis, vous avez su demander ce qui vous était nécessaire?
Pardon, qui était nécessaire. C'est-à-dire, quand on vous a diagnostiqué la perte auditive, les explications étaient suffisantes, vous avez dû aller les demander. Non, j'ai été assez bien suivie, mais voilà, j'ai aussi suivi avec tous les schémas, tout ça. Non, quand même, mais voilà. Mais je pense que le problème majeur, c'est que les gens, ils oublient au bout d'un moment qu'on est mal autour d'eux. Alors, ils reparlent de nouveau, ils marmonnent, et puis, ou bien ils tournent la tête. Et moi, je trouve que j'ai beaucoup de peine avec ça. Vous avez beau leur dire, attendez, là, non, il n'y a personne qui veut faire pas personne, c'est pas vrai, mais certaines personnes ne veulent pas faire l'effort de parler plus fort et puis d'articuler. Ah oui, moi, c'est mon leitmotiv, là, je n'arrête pas de dire. C'est fou, hein? Et vous avez été gêné par les masques, vous aussi? Pardon? Vous avez été gêné par les masques? Oui, mais quand même, on arrive quand même... à lire avec les yeux. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Alors, non, alors ça c'est vrai. C'est ce que disait. Alors, ce que disait Monsieur Deona est juste aussi, mais vous allez peut-être me confirmer. Il y a des avantages à perdre un peu l'ouïe avec l'âge. Quand j'ai perdu. Est-ce que vous avez des avantages à avoir perdu l'ouïe? Oh non, pas du tout. Alors. Parfois, c'est parce que M. Deona donnait des exemples très drôles. Ah oui, bien sûr, mais on peut être dans son petit monde. Moi, j'ai rien contre. Hein. Oui, mais vous en profitez en disant « j'ai pas entendu », alors vous avez très bien entendu? J'ai une mémoire, j'ai une ouïe sélective, dirais-je. Ah, voilà. Il y a aussi un avantage, c'est qu'on n'entend plus certains bruits dérangeants la nuit. J'ai habité, étant plus jeune, à un carrefour routier à Montchoisy, à Lausanne. Je ne pouvais plus dormir, je mettais des boules caisses dans les oreilles. Et pour finir, je m'étais habitué à ces boules caisses. Et même après, quand j'ai déménagé, je vivais dans un endroit plus tranquille, mais le moindre bruit me faisait sursauter. Et il fallait que je continue à mettre mes boules caisses. Maintenant, j'en ai vraiment plus besoin. J'entends plus du tout ce qui se passe dehors. Oui, donc c'est pratique aussi. Et vous, Monsieur Arnold? À proximité de chez nous, il y a des grenouilles. Alors, ils font un vacarme, paraît-il, extraordinaire, qui empêche certains occupants de la maison, certains habitants, de comprendre et même de dormir, alors que je dors vraiment très bien. Bon, à quelque chose, malheur est bon. C'est ça. Et toi, Ginny? Est-ce que finalement, il y a quand même des côtés pratiques à moins bien entendre? Pour moi, non. Moi, j'aime tout savoir, tout entendre. Je suis curieuse de nature et je suis presque blessée quand je ne comprends pas et qu'on ne me répète pas. Ça me blesse. C'est comme du mépris. D'accord. Donc la perte auditive, pour toi, c'est vraiment une amputation profonde. Oui. D'accord. Je ne me sens plus dans la vie. D'accord. Oui. C'est grave. Oui, mais je fais en sorte aussi que ça ne progresse pas. D'autant plus que je sais, depuis dernièrement, que je ne pourrai pas, si mon audition diminue encore, je ne pourrai pas avoir des appareils plus puissants. Parce que mon audioprothésiste m'a dit vous ne pourrez pas aller au-delà de ce que vous avez, ce n'est pas possible. D'accord. Ouais. Madame Chapuis, vous faites quoi pour rester dans la vie? Voilà, ça va, pour moi ça va. Hein. Je suis déjà tellement indépendante et puis j'ai mon petit monde à moi. Hein. La seule chose qui est un peu bizarre pour vous, mais moi j'ai perdu mon petit chien qui vient de mourir à 15 ans. Ouais. Ah non, c'est pas bizarre. C'était le petit copain à mon mari, alors ça fait beaucoup à la fois. Et puis lui, quand le téléphone sonnait, il venait me chercher. Alors maintenant, moi, j'entends plus le téléphone. Bon, il va falloir prendre un autre chien. Oh, non, j'arrête. non, mais c'est vrai que je pense que c'est tellement personnel. Oui. Moi, j'aime bien aussi être toute seule. J'ai mon petit monde à moi. Voilà. Et puis, on aurait tendance peut-être aussi à trop vouloir.
rester dans son petit monde. Et puis, c'est pas très bien. Hein. Alors du coup, c'est quoi votre activité favorite? Ah ben, moi, j'ai le jardin, un peu de sport. Ouais, je fais beaucoup parce qu'on est dans les vignes. Enfin, voilà, il y a assez de travail, dirais-je, mais je m'intéresse à l'art. J'aime beaucoup faire avec la peinture. Vous sortez? Vous sortez beaucoup? Oui. Je fais un effort, oui. Voilà. J'ai la chance d'être encore en bonne santé, donc je vais continuer. Vous en profitez? Oui. Monsieur Froidevaux? Oui, Madame disait qu'elle est fâchée, froissée quand les gens ne veulent pas répéter. Mais il y a aussi l'inverse. Souvent, dans une discussion, je dirais à ma compagne, écoute, de toute la soirée, je n'ai pratiquement rien compris de ce qui se disait. Mais elle me dit, mais il faut dire que tu ne comprends pas quand on répète. Mais je dis, mais je ne peux pas dire toutes les 5 phrases, vous les répétez, je n'ai pas compris. On sent que ça fatigue les gens, puis soi-même, on n'a pas envie. Bien sûr. Mais alors, je voudrais surtout ajouter, je crois qu'il faut vraiment absolument refuser de se replier sur soi-même. Il faut continuer à voir des gens, même si on ne comprend pas, et expliquer aux gens ce qu'on a. Les gens sont compréhensifs. Ils comprennent aussi eux-mêmes qu'on ne peut pas suivre la discussion, mais il faut rester avec eux. Il faut surtout pas se replier. Je crois que là, ce serait le drame. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour rester dans la vie? Ben, je participe à des réunions, je fais partie d'un club de gym. J'étais tenté en temps de plus aller après la séance de gym, on va au restaurant, manger un mot, reprendre les kilos qu'on a perdus. J'étais tenté de me dire, oh, j'y vais plus, je comprends rien de ce qui se dit. Non, il faut continuer à y aller. Il faut continuer à fréquenter des gens, à rester dans des sociétés. Je fais par exemple partie des Pirates d'Ouchy. J'ai continué à en faire partie, même si je ne comprends pas toujours tout ce qui se dit. Pourquoi? Parce que finalement, c'est comme le vélo. Quand on s'arrête, on tombe, c'est ça? Pardon? C'est comme le vélo. Quand on s'arrête, on tombe. Il ne faut pas s'arrêter? C'est tout à fait ça. Ça. Par contre, oui, ça a été dit tout à l'heure, je fais partie du chœur des Pirates d'Ouchy et là, j'ai dû renoncer. Oui. Parce que je ne m'entendais plus chanter et j'ai compris que par moments, je chantais faux. Oui. Oui, alors là, j'ai arrêté. Alors vous. Et vous, Monsieur Arnold? Alors, je pense que c'est assez facile d'imaginer, mais vous faites quoi pour rester dans le mouvement de la vie? Il faut d'abord désirer être en contact avec autrui. Oui. Ça veut dire que ça se construit à l'intérieur, mais ensuite, dans votre regard que vous portez sur autrui, vous indiquez que vous désirez entrer en contact. Et déjà, ça crée des merveilles. Et ça évite que vous refermiez sur vous-même. C'est ça, parce que j'ai remarqué que très souvent, nous autres, malentendants, nous avons tendance à faire la... qu'est-ce que vous avez dit? Ouais. Ouais, à faire la gueule, simplement, parce que quand on ne comprend pas, on met la bouche en accent circonflexe, et les autres ont l'impression que nous nous retirons puis que nous refusons la société. Et c'est peut-être la première chose qu'il nous faut vraiment faire un effort, c'est dire je veux sortir de mon isolement, je veux vraiment aider les autres. Parce que aider les autres à comprendre que vous avez un handicap, c'est de nouveau positif. Ça n'est qu'un handicap, mais si vous apprenez aux autres à supporter le handicap que vous avez, vous les faites progresser humainement. Tout de même, alors oui, mais à vous entendre, on a l'impression que finalement, et je force un peu le trait, que c'est facile. Oh non. Voilà, alors c'est quand même pas si simple, c'est dur. Honnêtement. Bah non. Non, c'est chaque jour que vous recommencez. Voilà. C'est ça. Non, c'est pas facile, mais je dirais que si on a la chance de ne pas avoir d'autres handicaps, finalement, c'est un seul handicap.
on voit d'autres personnes, je le répète, j'ai 88 ans, il y a bien des amis qui ont 88 ans qui sont dans un état que je leur envie pas. Oui, oui, c'est ça. Mais oui. Voilà, je crois que c'est ça. Mais... Bien sûr. Et puis il y a un degré de surdité aussi. Ouais. Moi, je m'estime contente de ne pas être davantage atteinte. J'ai plein de gens que je connais qui sont sérieusement atteints. Alors moi, voilà, je me dis, ben tiens, voilà. Ouais, ouais. C'est vrai que vieillir, c'est renoncer à des choses. Tout à l'heure, l'un des intervenants avait parlé de renoncement. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On est obligé de renoncer à certaines choses, de plus être, de ne plus avoir certaines activités qu'on avait avant, et puis les contacts. Les contacts. La vie actuelle est tellement trépidante. Il faut faire vite. Il faut avoir les compétences. Il faut connaître beaucoup de choses. C'est pour ça, moi, j'insiste aussi sur le fait qu'il faut beaucoup s'informer, questionner, se renseigner, chercher. Demander. Demander. C'est facile de demander? Pas toujours. Ça dépend à qui. On sait, quand on demande, par exemple, un exemple tout bête, pendant la crise sanitaire dans les magasins, avec les masques, je demande à la caissière de baisser son masque parce que je ne la comprends pas. Eh oui. Des fois, c'était très bien perçu. Je dois dire qu'il y a eu quand même des efforts de certaines personnes. Mais d'autres personnes, comme disait monsieur, je crois avant, c'est la loi, c'est comme ça, je ne peux pas. Mais c'est un manque d'humanité, moi, qui me révulse, parce que... Non, mais la loi prévoyait des exceptions. Oui, ben, bien sûr. Mais ce qui fait peur aussi, en vieillissant, on ne sait pas comment on va vieillir. Moi, je n'ai pas votre âge, donc, mais j'y pense quand même à l'âge qui avance. Et je me dis, mais comment je vais finir? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où je devienne trop dépendante de mes proches, parce que je veux accaparer le moins possible. Alors, je fais des efforts pour rester indépendante. C'est pour ça qu'il faut bouger. Bien sûr, il faut écouter, il faut questionner, tout, mais il faut dire aussi une chose, que la situation de la surdité, de la malentendance, c'est très fatigant. On est toujours en train de faire des efforts. Bien sûr. À la fin d'une journée, on n'en peut plus. Bien sûr. Monsieur Arnold, où vous puisez cette envie de recommencer? Où vous puisez cette envie de recommencer tous les jours? Ah oui, vraiment. Mais d'où ça vous vient? Comment vous faites? Comment vous expliquez cet élan que vous avez? Est-ce qu'il faudrait peut-être chercher à la source? Donnez-nous la source. À la source, puis la source, elle est intérieure. Chacun connaît cette source, ou bien chacun devrait rechercher cette source. Ce que vous voulez dire, c'est que ce que vous n'arrivez pas à faire à l'extérieur, vous le faites à l'intérieur? Je dois dire, qu'est-ce que vous entendez? Dans une démarche spirituelle, plus spirituelle? Je dois dire qu'il y a une mutation, effectivement. Ça devient beaucoup plus spirituel je dirais pas pour compenser, mais parce qu'en définitive, le spirituel, il est absolument indispensable. Si c'est le symbole de la vie. Vous êtes d'accord avec ce que vous entendez, Monsieur Froidevaux? Vous le vivez comme ça? Excusez-moi, vous voyez, c'est un cas typique. J'ai décroché. Ah, voilà. À un moment donné, je décroche parce qu'il y a une sorte de fatigue qui se fait. Oui, c'est ce que disait... Décroché, je n'ai pas suivi ce que vous avez dit. Excusez-moi. On discutait de l'importance de la vie intérieure au fur et à mesure de la vieillesse et des plus grandes difficultés d'interagir. Je ne ressens pas ça. Voilà. Non. Simplement, disons, le matin, on a tendance à se dire, oh là là, une journée, de nouveau, à avoir des difficultés à entendre. C'est le seul, mais
après, ça disparaît. Ça disparaît dans la journée, ça disparaît, même assez rapidement. Ouais. Mais je ne peux pas parler de vie intérieure, non, vraiment. Oui, au fond, chacun trouve sa solution et son équilibre. Madame Chapuis? Je suis d'accord aussi. Je pense qu'on a chacun... Pardon, moi je dis toujours, j'ai mon petit monde à moi. Et je pense que la lecture nous apporte énormément aussi. Moi, je fonctionne beaucoup avec ça. Ça me fait du bien. Je m'évade complètement. Non, mais je pense que c'est toujours la même chose. Chacun est différent. Hein. Alors voilà. Et je me lève le matin en disant la chance que j'ai de pouvoir me lever, je pourrais être dans un EMS. Oui. Alors voilà, je dis, il faut tout faire pour être... Puis j'ai des enfants qui sont très super avec moi. Alors, voilà. Vous pensez à demain, à l'avenir, en disant « mon audition, elle risque de baisser encore ou ça va être encore plus difficile ». Comment vous vous projetez dans l'avenir ? J'espère être positive, mais voilà, je ne sais pas jusqu'à quand. Hein. Ouais. Et puis, j'ai mon petit secret à moi. Alors, donnez-le, on est tous là à le vouloir. Non, mais c'est... Voilà, je sais que pour le moment, je fais tout pour que ça... que je ne sois pas un fardeau, disons. Alors, voilà. Le jour où je serai un fardeau, alors... Non, mais pas seulement par rapport à la vieillesse, je disais, par rapport aussi aux facultés auditives. Vous avez peur de les perdre encore ou bien... Non, moi je ne pense pas, non. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, important, c'est la vue. Ah, c'est la vue? Ah oui. Parce que vous lisez? Ah oui, parce qu'alors là, mon mari avait eu tellement d'ennuis de vue, c'est l'horreur. Hein, ouais. Alors lui, il disait, il était tellement positif, il disait toujours, oui, mais je vois tellement, j'entends tellement bien. Ah voilà. Oui, voilà. Pour lui, c'était Louis qui était important. Voilà, c'était sa façon. C'est pour ça que voilà, c'est aussi dur d'être sans lui aussi. Oui, bien sûr. Ça fait beaucoup. Hein. Bien sûr. Mais... Monsieur Froidevaux, vous pensez à demain? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que ça risquait de s'aggraver? Si je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pensez à demain? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que votre problème auditif risquait de s'aggraver. Oui, alors là, j'ai posé la question au médecin que j'ai vu il y a quelques mois, le professeur Mudry, et je lui ai dit, mais dites-moi franchement, est-ce que je risque de devenir complètement sourd, c'est-à-dire le plus discerner ce qu'il dit. Et là, il m'a un peu rassuré de dire, alors qu'il ne m'avait pas ménagé quelques séances auparavant, là, il m'a dit, écoutez, c'est extrêmement rare que dans votre situation, quelqu'un devienne totalement sourd. Et tel que je vois, maintenant qu'on a échangé, je pense que ça n'arriverait pas. Je pense qu'il tenait aussi compte de mes années d'espérance de vie, qui est logique aussi. Mais il m'a plutôt rassuré de ce côté-là. Alors que la première fois que je l'avais vu, là, il m'avait dit... J'avais été faire un test, je ne vais pas dire dans quelle entreprise, j'avais des appareils auditifs d'une autre marque. Et puis, j'avais fait un test, mais non, leur avais dit, j'ai l'impression que mon audition baisse et j'entends plus bien avec vos appareils. Puis il m'avait fait le test, mais il m'avait dit, non, il n'y a pas eu de changement, ça va. Bon, puis comme ça n'allait pas, je suis allé chez le médecin qui m'avait vu, le professeur Mudry. Et je lui raconte ça. Et il m'a fait faire le test approfondi en cabine isolée et tout ça. Puis après, quand je suis revenu, il m'a dit, mais on vous a dit que votre ouïe n'avait pas baissé. Je l'avais déjà vu 1 année ou 2 ans auparavant. Mais il m'a dit, mais c'est une honte qu'il vous ait dit ça. Vous êtes en train de devenir complètement sourd, il m'a dit. Ah oui, là, ça encourage. Là, ça m'a fait un choc, je dois dire. Donc, voilà. Quelques temps après, il était un peu plus positif pour moi. Voilà. Et vous, monsieur Arnold, vous pensez que vous avez des inquiétudes par rapport à la suite de votre audition ou bien pas du tout? Si on était simplement 2, je vous dirais vraiment ce que je pense. Allez-y, on est seul. Mais je pense que je vais le faire quand même.
Allez-y. Je dirais, du fait de la perte de l'audition, je me suis rendu compte de la précarité de notre vie. Oui, bien Et sûr. puis, ce n'est pas seulement à la capacité d'audition qu'il faut faire face, c'est de penser qu'un jour, nous mourrons. Oui. Et puis, on a des fois tellement peur de parler de la mort qu'en définitive, c'est la seule chose qui soit certaine dans À la peu vie. près, oui. Alors, en Donc, définitive... vous êtes en train de me dire que vous espérez être mort avant d'être sourd, c'est ça? Je préfère être sourd que vous entendre. Ah, voilà, d'accord, parfait. Donc, du coup, alors, finalement, par rapport... Disons, ça m'amène à rechercher toujours cette philosophie, cet amour de la vie, cette représentance, comment ce sens qu'elle a. D'accord, ouais. Mais ça va très profondément, c'est clair. Oui, On bien n'a sûr. jamais fini. Non, non. Ginny, toi, Alors moi, que tu nous disais que tu voulais absolument rester indépendante. j'aimerais dire quand même quelque chose qui est important. Bien sûr, on va tous mourir, c'est certain, ça fait partie de la vie. Mais pour moi, ce qui est le plus important à l'heure actuelle, c'est l'instant présent. Prendre conscience, je suis là maintenant. Je partage des choses avec vous, avec tout le monde. C'est déjà une richesse extraordinaire d'être là et d'avoir encore la possibilité d'échanger des pensées profondes, intérieures, quelle que soit notre attirance religieuse ou philosophique, tout ça. Je ne rejette rien, tout est bon. Mais l'instant présent, pour moi, c'est le plus important. Jouir de l'instant présent. C'est pas toujours facile. Et puis rigoler des bons coups. Voilà. Hein? Parce que le rire participe à renforcer vos défenses immunitaires. Bravo. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ginny, un ami très proche devient malentendant à cause de l'âge. Si tu dois lui donner un conseil, c'est lequel? Si je dois donner un conseil à quelqu'un qui perd l'audition, Surtout avec l'âge. surtout avec l'âge, il faut beaucoup rassurer. Il faut énormément rassurer. C'est-à-dire? Parce que c'est très angoissant. Donc, quand on se rend compte qu'on perd de l'audition, qu'on n'arrive plus à tout comprendre, et on est dans une situation d'incertitude. D'ailleurs, il y a une chose aussi, c'est qu'avec la perte auditive, il y a une perte de confiance vis-à-vis des autres, en général, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des événements. Ça n'est pas rassurant parce que quand on entend des nouvelles et puis qu'on ne les comprend pas, Bien sûr. on n'a pas bien compris, le cerveau, il fait tout un... Tu sais, même quand on Un les film, comprend, hein. le cerveau fait des films. Hein. Ah oui, le cerveau fait des films, c'est terrible donc. Alors il faut arriver à relativiser, mais bon. Ouais. c'est- Et vous, Madame Chapuis, si quelqu'un devient, avec l'âge, malentendant, quel est le conseil que vous donneriez? Surtout d'utiliser ses neurones un maximum. Voilà, je pense que Ouais, c'est ça. Hein. avoir une ouverture d'esprit aussi, et puis voilà, essayer de bien vieillir, comme on dit. Et puis, non, moi, je pense que pour moi, c'est bon, là. D'accord. Et vous? Oui, ne pas être inquiet parce qu'on ne comprend pas bien les nouvelles, on se demande ce qui se passe. On a quand même la chance d'avoir la vue, on lit. Oui, c'est ça. Parce que si on ne comprend pas bien ce qui se dit dans les nouvelles, ben, on a des journaux pour lire ce qui se passe, le voir d'une autre manière. Oui. Le pire de tout, ce sera d'être sourd et aveugle. Oui, oui. là, Alors ça, oui, bien sûr. Là, on est là, c'est dur. Ouais. Et donc vous, quel est le conseil que vous donneriez? Pardon? Quel est le conseil que vous donneriez à une personne qui perd l'audition avec l'âge? Mais je crois ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pénible, il faut en prendre son parti et il faut surtout
pas se replier sur soi-même. Ouais, Je crois ça, c'est très, ouais. très important. Il faut continuer à voir des gens, il faut continuer à fréquenter du monde, parce qu'autrement, c'est pour le coup qu'on devient un vieux pénible complètement sourd. Voilà, parfait. Bon, bah alors je vois Monsieur Arnold, vous avez la même potion magique? Il a été dit tellement de choses justes que je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Vous êtes sûr? Cependant, il y a quelqu'un qui m'a dit Oggi incomincio. Aujourd'hui, je commence. Ah oui. Mais ça recoupe tout à fait ce sentiment que c'est dans la présence, dans cette journée, dans cet instant qui nous est donné de vivre, qu'il nous faut profiter et trouver la force pour être seulement. Pas devenir ou prétendre. Mais non, parce que ça n'a pas réussi jusqu'à présent. Donc, vivre aujourd'hui, c'est ce que je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous. On peut le faire. Allez-y. Voilà, exactement, quand on peut le faire, c'est formidable. Apprécier chaque bon petit moment, et puis voilà. Non, je pense que il a tout juste, notre voisin. Oui, d'accord. Ben, merci. Est-ce que vous avez des questions ou des témoignages à apporter à tout ce qui a été dit? Je vais vous prendre. On va faire tourner un micro. Ah bon, quoi, ça va. Alors, je ne fais pas partie des personnes du troisième âge, mais à la fin de cette journée, j'aimerais remercier tout un chacun parce que je suis témoin de toute la sagesse. Ça me donne du courage. Je repars de cette journée pleine de courage, pleine de motivation. Vous êtes chacun à votre manière des modèles pour moi. Vous êtes chacun à votre manière des modèles pour moi. Et je tiens à vous remercier pour votre témoignage. Ça me donne beaucoup de courage. Et l'esprit de découragement me quitte là, maintenant. Et je repars pleine de volonté pour les parties de ma vie dans lesquelles je pouvais éprouver du doute, de la dévalorisation de soi, du manque de confiance en moi. Et je me dis, si vous pouvez le faire, ben, je peux le faire. Merci. Merci. Oui. Alors, il y a d'autres intervenants? Je voulais juste dire, quand tout le monde parle des masques, moi aussi j'étais embêtée avec les masques à la pharmacie, partout, et j'ai téléphoné à la Fédération des sourds à Lausanne. Et madame, elle m'a envoyé la règle fédérale. Tout à fait. Que les pharmaciens, n'importe qui, dans n'importe quel service, vous donnez cette feuille. C'est obligatoire par la loi fédérale de ne pas mettre de masques avec les malentendants, les autistes. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas avoir ça. Alors, vous pouvez demander ces feuilles de photocopie ici et puis vous donnez ça ici. Plus tard, on a besoin de ces masques. Enfin, que c'est obligatoire comme c'était avant. Vous pouvez donner ça. Ce n'est pas la loi, comme le monsieur a dit, que la dame lui a répondu, c'est la loi. Ce n'est pas la loi. Oui, c'est fédéral qu'ils doivent enlever les masques obligatoirement devant nous. Oui, Il faut avoir cette loi et tout est marqué en détail. Mais ça a été très difficile à mettre en pratique. Ouais. Très. C'est en théorie. Hein. Voilà. D'autres questions? Il y avait monsieur ici? Mais moi, je dirais... Merci. Allez-y. Je dirais aussi, comme monsieur, dernièrement, j'ai été à une rencontre de volée. On était une dizaine et chacun parle. Et on ne peut pas toujours dire, pardon, qu'est-ce qu'il est dit, parce qu'à force de, comment dire,
pardon, qu'est-ce que tu as dit au couple, comment dialogue, parce que c'est pénible. Et je suis comme monsieur, alors je reste, je regarde, et puis ben, j'attends et d'être sensible aux autres qui vous disent « Ah, t'as pas trop compris, mais t'es là avec nous, c'est important. » Mais c'est une, comment dire, démarche qu'il faut du temps. Hein. Même que j'ai un, comment dire, un implant, j'ai un autre appareil, mais tout ça, c'est des démarches. Et puis, si on a parlé d'Amalco, eh ben, je peux dire qu'au début, quand j'ai vraiment perdu l'audition, ça a vraiment été un groupe qui m'a beaucoup aidé. Ah oui. Voilà. Magnifique. Monsieur ? Je voudrais apporter une autre vision, car je n'ai pas perdu l'audition en cours de route. Je suis né avec une mauvaise audition. Ça change tout. Si bien que je ne partage pas la totalité de ce que vous avez dit, bien que c'était hyper intéressant. Je donne quelques exemples de différences. J'ai entendu, vous m'avez parlé de musique fausse. On entend faux. Moi, des fausses notes, j'ai pensé que c'était des gens qui connaissaient par cœur la musique et que quand ils entendaient fa, il fallait jouer si. J'ai dit, ils sont forts, ils connaissent tout par cœur. Car je ne sais pas ce que c'est que faux et juste. Pour moi, c'est un son comme un autre. Hein. C'est pareil. Bon. J'ai entendu aussi le problème dans les gares, par exemple, dans les aéroports, dans les trains, les informations. Alors, je vous donne ma technique. La première chose, je porte un badge comme celui-là, où il est écrit en gros « Je suis sourd ». Les gens le savent. Dans l'avion, je le montre, dans le train, et je dis « S'il y a une information, soyez gentil, dites-moi ce que je dois faire ». Et comme ça, on me prévient, le train ne va pas plus loin que Lausanne, donc je sais qu'il faut changer de train. C'est facile. Ensuite, j'ai entendu dire, je regarde mon petit mot, pensez à demain. Eh bien, quand vous êtes sourd depuis la prime enfance, ben vous êtes comme un bon entendant finalement. Ah oui. Vous ne pensez pas à demain, la vie est normale, elle continue comme ça. Et on est parfaitement habitué, moi ça ne me pose aucun problème. Et on me demanderait, voulez-vous entendre normalement? Bon, j'imagine ce que c'est, mais ce n'est pas quelque chose auquel je m'accroche absolument. Je suis très content de la façon dont je vis, ça ne me gêne pas du tout. Oui, mais vous savez, c'est la nature humaine. Perdre quelque chose et ne l'avoir jamais eu, c'est pas la même chose. Ouais. J'aimerais vous féliciter parce qu'il y a dans cette acceptation de la réalité quelque chose d'exemplaire vraiment, alors que vous auriez le droit d'avoir de la frustration. C'est vrai, parce que s'imaginer que tout le monde entend puis que vous en êtes privé, c'est quand même injuste. Alors si vous arrivez à vivre avec ça, bravo. Sharaf, Oui. J'aimerais quand même... Oui. C'est pas la même chose. J'aimerais quand même intervenir. Moi, je suis malentendante depuis la naissance, mais je n'en ai eu conscience que très tard. Comme souvent. Parce que j'ai été diagnostiquée attardée mentale. C'est pas peu dire. Hein. De plus, j'ai une sœur qui est née sourde profonde. Et quand je la vois à l'heure actuelle, je suis très triste parce qu'elle est dans un monde tout à fait à part. Et dans ce qu'elle entrevoit autour d'elle, c'est très difficile. Ça me fait beaucoup de peine parce que je vois que je ne suis pas d'un grand secours pour elle. Je ne peux pas l'aider dans ses démarches, mettons, administratives. Il lui faut quelqu'un de spécialisé. Et moi, je suis aussi frustrée de ne pas pouvoir l'aider. Moi, j'estime que c'est aussi mon devoir
de l'aider. Mais on me dit, mais ouais, mais c'est pas ton problème, c'est ma sœur. Et le fait, elle est sourde aussi depuis la naissance, mais voilà, c'est quand même une réalité qui n'est pas à prendre à la légère. Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il ne faut pas non plus minimiser les choses. Il ne faut pas minimiser. Bien sûr, on voit clair. Heureusement. Moi, je m'amuse des fois à la maison de fermer les yeux puis de traverser mon appartement, m'imaginer que j'ai perdu la vue. Mais il faut pas faire, il faut éviter de faire des comparaisons. C'est pas bien. C'est ça. Un malvoyant, il doit faire aussi avec son handicap. Une personne handicapée en fauteuil roulant, elle doit faire avec son handicap. Une personne malentendante, elle doit gérer son handicap comme n'importe quel handicap. J'ai horreur qu'on fasse des comparaisons. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Merci. Madame, vous vouliez témoigner? Alors, moi, je voulais faire, partager un peu mon chemin. C'est-à-dire, moi, ça fait 30 ans que je suis devenue sourde ou malentendante. Et en fait, j'ai fait tout un cheminement qui m'a permis, disons, la première chose, c'est accepter. Ça, c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est de dire, est-ce que je suis victime ou est-ce que je vais être active? Est-ce que je vais prendre mon handicap en main ou est-ce que je vais rester passive? Donc, j'ai pris mon handicap en main. Et la troisième chose que je voulais partager avec vous, que je trouve très importante, parce que c'est une prise de conscience que j'ai prise il y a très peu de temps, et on en a parlé parce que souvent on dit oui, c'est de la faute de l'autre, il parle mal ici, ça, puis maintenant les jeunes, et ci, et ça, et ci, ça. Et je pense que c'est un handicap qui est partagé. C'est-à-dire, moi, je suis handicapée, donc il y a une certaine frustration, une certaine souffrance, on va dire, mais les autres aussi. Tout à fait. Pour les autres, c'est aussi difficile. Donc, il faut en tenir compte qu'il y a aussi une souffrance chez les autres. Alors, il y a aussi une frustration, parce que dans la communication directe, aller-retour, les petits mots, les rigolades, les choses comme ça, moi, quand mes amis, mes proches, ils voient que je ne participe pas, ils sont quand même aussi un petit peu malheureux pour moi. Bien sûr. Donc, il faut vraiment tenir compte des deux et trouver vraiment une harmonie. Et effectivement, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, on ne peut pas tout le temps dire « répète, répète, répète ». Bien sûr. Et moi, ce que j'ai appris, maintenant, je vais conclure avec ça, c'est aussi de pouvoir participer à la joie. Moi, je suis beaucoup avec des jeunes. Je les vois dans une forme de joie, ça me met en joie, je ne comprends rien, tant pis, et je participe à leur joie. Ouais. Voilà. Magnifique, merci pour ce témoignage. Madame? Bonjour. Écoutez, je vais faire part de mon vécu pendant cette phase de la pandémie. Je travaille dans un service de chirurgie qui a passé la Covid. Tout le monde masqué, bien sûr. Mais j'ai eu de la chance d'avoir une équipe, une chef qui a bien compris mon problème, que je puisse travailler avec cet handicap. Elle a acheté des ardoises. Elle a mis une dans chaque chambre. Et le rapport, la veilleuse faisait le rapport sans le masque. Et nous, on était tout autour masqués. Et avant de rentrer dans les chambres, on se disait ce qu'on allait faire dans les chambres. Ici, j'étais avec une collègue qui avait des cas vraiment très graves de Covid. On écrivait sur une ardoise et on a réussi à fonctionner comme ça. J'ai un peu de genre pour entendre les sonnettes. Et j'ai pu vivre ça, mais au quotidien, c'est très dur. Au bout d'une année, j'étais épuisée. Mais bon, je travaille qu'à 40%. Mais d'avoir une équipe comme ça, c'est précieux. Ça m'a permis quand même de travailler et de vivre cette pandémie avec mes collègues. Mais dès que vous sortez de l'équipe, que vous n'êtes plus avec vos collègues, c'est fini. Mais vous êtes jeune. Ils ne vous entendez pas, ce n'est pas normal. Personne ne fait l'effort de répéter. Ça, c'est clair, et moi, je ne le demande pas. Mais je vais à la pause. Je suis toute seule.
Je ne vais plus à un repas avec mes collègues. Je ne vais plus au cinéma. Je ne vais plus à plein de choses. Je le vis très mal encore maintenant. C'est très, très difficile à vivre. Mais pendant cette phase de pandémie, c'était vraiment un très grand handicap. Bien sûr. Partout dans la société. Et moi, j'ai plein d'amis, je connais plein de monde, je fais plein de choses, mais il faut toujours que je sois en face. Et des fois, les gens ne comprennent pas. « Oui, mais votre handicap, ça ne se voit pas. » Je dis « Non, ça ne se voit pas. » Mais moi, j'ai cet handicap et je ne vous entends pas. Si vous n'êtes pas en face de moi, mais 2 minutes après, plus personne ne comprend. C'est fini. C'est ça qui est très frustrant dans la société. La société veut bien comprendre 2 secondes parce qu'on va tellement vite, la technologie va vite, tout va vite. On est dans un monde de vitesse. 2 secondes après, plus personne se rappelle de votre handicap. Mais j'ai eu de la chance de travailler, d'avoir une équipe magnifique. Dommage qu'il n'y a personne pour m'entendre, mais je félicite mes collègues. Ça fait 2 ans que je travaille masquée. J'ai fait la fête le jour où on a enlevé les masques la semaine passée à l'hôpital. J'ai crié de partout, j'ai dit à tous les patients, fini les masques, je suis heureuse. Alors voilà, c'est pas facile. Il n'y a pas que les personnes âgées, il y a aussi des jeunes. Moi, j'ai perdu mon audition, j'ai commencé à avoir une perte auditive à 30 ans. Et vous voyez, maintenant j'ai 59 et je le vis très mal encore maintenant. Ah ouais. Bon. Merci pour ce témoignage. Alors, j'aimerais juste qu'on termine cette journée en redonnant la parole à ceux qui l'avaient au départ, c'est-à-dire vous 3. J'aimerais avoir de chacun d'entre vous un commentaire sur tout ce que vous avez entendu. Pierre, peut-être vous commencez. Voilà. Juste une petite chose que je voudrais vous dire à propos de la surdité. Pourquoi c'est si difficile ? Parce que si je vous ai montré, vous avez une membrane tympanique, des osselets, c'est l'appareil de transmission. Si cet appareil de transmission ne fonctionne pas, mais que votre oreille interne fonctionne parfaitement bien, eh bien, vous pouvez faire l'expérience. Si vous vous bouchez les oreilles et que vous ne voulez pas m'entendre, eh bien, je n'ai qu'à parler fort et vous êtes obligé de me comprendre si votre oreille interne fonctionne normalement. Dans la surdité de l'oreille interne, vous perdez, surtout avec la chute dans les fréquences aiguës, vous perdez la capacité de comprendre les consonnes, donc de comprendre la conversation. Et d'aucune façon, vous ne pouvez mimer ceci. Hein, dans aucune façon. Donc c'est très difficile parce que justement les gens ne comprennent pas, comme le dit madame, les gens ne comprennent pas simplement, mais j'ai qu'à parler fort, puis tu dois me comprendre. Ben non, surtout pas. Parce que cette perte de la compréhension, vous ne pouvez malheureusement pas la mimer et vous ne pouvez pas expliquer aux gens qui n'ont pas de surdité ce qu'est la surdité de l'oreille interne. Voilà. D'accord. Monsieur Déona. Bon, j'étais très ému d'entendre tous ces témoignages qui montrent beaucoup de choses assez différentes. Et la seule chose commune, c'est que c'est des gens qui ont dominé leurs problèmes et qui peuvent en parler et qui veulent en parler. C'est ça. Et c'est ceux-là qui sont là. Et on peut les remercier, mais même à l'intérieur de cette chose commune, il y a des grandes différences. Bien sûr. Liées à leur histoire de vie, leur personnalité, leurs idées religieuses, le sens de la vie. C'est ça. Et ça, c'est aussi très important, et que l'importance du handicap dépend énormément de toutes ces choses-là. Elles sont très, très variables. Et vous les avez poussées jusqu'à leur dernier retranchement. Mais heureusement, tous n'ont pas été jusque-là et gardent leurs secrets. Et quand on écoute... Non, il me reste à interviewer Madame Arnold. Savoir en privé, mais le secret est une chose importante. Okay. Monsieur Furiou. Moi, je voulais aussi vous remercier pour tous ces témoignages, parce que c'est très, très intéressant d'entendre ça aussi, de votre côté, comment c'est.
De mon point de vue d'audioprothésiste, je ne peux que vous encourager, quand ça ne va pas, de dire mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a rien de mieux à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des accessoires? Est-ce qu'il n'y a pas encore des réglages qu'on peut faire? Vous pouvez aussi, dans la manière de faire, dire j'aimerais un deuxième avis, aller voir quelqu'un d'autre. Voilà. Après, la personne va peut-être vous dire oui, d'accord, mais je vous facturerai la consultation. Mais ça vaut la peine d'avoir un deuxième avis. Hein. C'est comme quand on va chez un médecin qui vous dit écoutez, oulala, je ne sais pas si on pourra faire quelque chose. Avoir un deuxième avis, c'est important. Et puis, au vu de tout ce qu'on vit, de tout ce qui est vécu, c'est d'encourager aussi les gens que vous voyez qui commencent à avoir une perte auditive. C'est de leur dire, mais n'attendez pas, faites tout de suite quelque chose, parce que ça évite d'arriver dans des situations après où c'est beaucoup plus difficile de récupérer la situation. Et puis effectivement aussi l'entourage, mieux expliquer surtout comment faire. Moi, je dis toujours à mes clients, mais quand quelqu'un parle plus fort, dites-lui clairement non, il ne faut pas parler plus fort, parlez plus lentement, bougez pas en même temps, faites pas la vaisselle en même temps, coupez la ventilation de la hotte dans la cuisine, coupez les ventilateurs en été quand il y a trop de bruit. Voilà, ce genre d'informations, parce que les gens ne savent pas quoi faire. Quand on leur dit « je ne comprends pas », ils ne savent pas, ça ne se voit pas, on ne sait pas. Donc vraiment donner, comme prendre un enfant par la main, lui dire très clairement, étape après étape, quoi faire. Ça peut aider, ça ne résout pas tous les problèmes, mais voilà, c'est les petites choses qui peuvent être utiles. Parfait. Oui, Ginny ? Je vais ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. À côté de chez moi, il y a une école enfantine. Hein. Puis c'est vrai que quand il me voit, il me réécrit toujours, il me parle, mais je ne le comprends pas. Mmh. Alors, j'ai eu l'idée un jour de les prendre à part et de leur expliquer. Mmh, parfait. Oui, et de leur expliquer qu'il fallait... Parce que les enfants, ils crient. Mais oui. Hein, et je leur ai expliqué qu'il ne fallait pas crier, qu'ils pouvaient me parler normalement, mais lentement, puis bien me regarder. Mais je me demande si on ne devrait pas éduquer les enfants déjà quand ils sont petits par rapport aux différents handicaps. Parce que c'est vrai que la surdité, c'est un handicap invisible. Hein? Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on sait qu'il est handicapé, quoi. Mais une personne sourde ou malentendante, ma foi, on ne va pas le deviner. Mais on devrait donner un petit peu d'éducation dans ce sens-là aussi aux enfants. Parce que les enfants, ils ont aussi vite fait d'interpréter. Hein. Bien sûr. Et s'ils n'ont pas compris, ça part sur une mauvaise piste, puis voilà, on n'avance pas, quoi. Mais j'ai ce sens-là d'avoir ces enfants à côté de chez moi. Parce que moi, je dois faire des efforts aussi. Mais oui, bien sûr. Et c'est génial. Merci. J'aimerais remercier nos 4 invités ici pour leurs témoignages variés, d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est vrai que nombre d'entre vous ont déjà fait le chemin, d'autres y sont encore. Puissent vos témoignages servir de lumière pour savoir qu'une autre manière d'être est possible. Merci aussi vraiment à tous nos intervenants qui sont venus ce matin pour expliquer. J'allais dire, on a la joie, si j'ose dire, de savoir que nombre d'entre eux sont aussi malentendants. Et ce n'est pas rien de venir en parler à la fois en tant que malentendant, mais aussi en tant que professionnel. Merci à Monsieur Furiou, toujours fidèle au poste, pour expliquer sans relâche ce qu'est son métier. C'est pas toujours facile. Merci à vous tous d'être présents, fidèles. Merci à la codeuse, à nos 2 interprètes qui tiennent le coup de la journée, quand même. Merci à Suisse Télétexte aussi pour la retranscription, parce que ça n'aide pas tout le monde, mais ça en aide certains. Merci à l'équipe de Forum qui a monté cette journée à thème dans des circonstances parfois difficiles. Et voilà. Donc merci à vous. On va faire le tirage au sort de la tombola quand même. Alors du coup,
Alors, voilà. J'aimerais vous remercier, vous, pour la grâce et puis l'habileté avec laquelle vous avez réussi à nous faire sortir ce que nous avions entre nous pour le partager. Merci à vous. Merci. Merci. Monsieur Arnold me retire les mots de la bouche. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Donc, merci de m'avoir devancé. Un plaisir. Donc, pour le tirage au sort, je vais demander une main innocente parmi le public. Ah, parfait. Pire Elle est d'innocente. toute innocente. Attendez, oui. je brasse un coup. La responsabilité que vous me donnez. Ah, c'est fou. Hein. Attendez, peut-être si vous pouvez le... Donc, pour le premier bon, qui est un bon à la Migros de 100 francs, c'est Monsieur Vaïda Jean-Claude. Ah bah ça va bien aller pour Lyon, ça. C'est vous. Je vous le donnerai après. Et puis j'ai... Encore un coup. Pour le deuxième bon, donc le bon de 100 francs à la COP, c'est Madame Rebou Edwige. J'espère que j'ai dit juste. Ah bah voilà. Bah, bravo. Bravo. Tu veux conclure en disant que la fondation est là? C'est important que ce soit toi. Mais j'ai le micro, je vais juste en mettre assez. Donc, les remerciements étant faits, je tiens à préciser, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais la Fondation reste à votre écoute. Nombreux d'entre vous ont pu témoigner. On est toujours ouvert à des témoignages par le biais de notre magazine. Donc, Sharaf, notre super journaliste, se fera un plaisir d'écrire votre témoignage dans notre magazine. Et puis, bien sûr, en tant que collaborateur de Forum Écoute, on se fait une joie de répondre toujours aux questions, même si des fois elles nous demandent un peu de recherche. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, que ce soit aujourd'hui ou une prochaine fois, de passer à nos bureaux, de nous écrire ou de nous téléphoner. On vous répondra toujours avec grand plaisir. Et puis, voilà, je pense que vous remerciez aussi, vous, les participants, d'être venus aujourd'hui pour votre bonne humeur, votre enthousiasme. Et puis, à l'année prochaine, du coup. Voilà. Bonne fin de journée. À l'année prochaine.